Bonjour à tous et bienvenue à la radio Beats Research. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un podcast et une chaîne YouTube qui ouvre les portes de la recherche en sciences à toute la communauté. Je m'appelle Janice Petit, je suis étudiante en sciences biopharmaceutiques à l'Université d'Ottawa et je vais être votre animatrice pour le reste de cet épisode. Avec nous aujourd'hui, nous avons Dr Marceline Côté. Dr Côté est professeure à l'Université d'Ottawa et titulaire de la chaise de recherche du Canada sur la virologie moléculaire et la thérapie antivirale. Dr Côté et son équipe utilisent la virologie moléculaire, la chimie biologique et la génétique pour identifier les protéines présentes dans les cellules qui jouent un rôle essentiel lors de l'infection et c'est ce qu'ils utilisent pour cibler des thérapies potentielles. Étant la spécialiste des virus émergents, son laboratoire a reçu une subvention pour contribuer à l'effort national de la recherche et d'un traitement contre la COVID-19. Donc aujourd'hui, Dr Côté va nous parler de ce qu'elle a fait avec son laboratoire pour la recherche contre la COVID-19 et puis du virus en général. On va parler de vaccins et plein de choses intéressantes. Donc merci beaucoup, Dr Côté, pour s'être joint à nous. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Oui, sans problème. Donc, j'aimerais commencer un peu comme j'ai dit, vous avez eu une subvention du gouvernement pour pouvoir faire de la recherche sur le virus de la COVID-19. J'aimerais savoir quelle sorte de recherche vous et votre équipe sont en train de faire et puis sur quoi vous vous concentrez, parce que je sais que le virus est quelque chose de vaste et il y a plein de différentes facettes de recherche. Oui, merci. Mon laboratoire se concentre surtout sur essayer d'inhiber la fonction de la protéine spicule du virus. Donc, la protéine spicule, c'est ce qui se retrouve à la surface du virus. Puis, c'est très, très important pour que le virus puisse entrer dans une cellule et initier l'infection de la cellule. Donc, ce qu'on essaie de trouver, c'est des inhibiteurs de cette fonction-là. Et à ce moment-là, ça serait si c'est des molécules, là, ça serait des molécules inhibitrices et antivirales. Okay, donc, la première chose qu'on a dû faire, c'est justement de développer des essais là, pour pouvoir tester différentes molécules inhibitrices. Donc, ça n'a pas été nécessairement facile. C'est un nouveau virus, malgré qu'il y a des similarités là, avec le SRAS. Il y a énormément de différences. Donc, il a fallu établir plusieurs différents protocoles là, pour pouvoir tester des molécules. Puis c'est ça qu'on fait. Puis là, en même temps, ce qui est bien, là, c'est qu'on en apprend sur la biologie de la protéine en tant que telle. Donc, ce qui pourrait permettre possiblement de développer des thérapies antivirales pour d'autres coronavirus qui utilisent le même récepteur, par exemple. Mon laboratoire a aussi contribué parce qu'on collabore avec beaucoup d'autres groupes à travers le Canada. Donc, on a aussi eu une petite contribution sur une étude sur la sérologie, là, parce que c'est basé sur justement la protéine spicule. Puis vu qu'on travaillait sur d'autres coronavirus en même temps, un groupe à l'Université de Montréal regardait aussi l'effet ou la sérologie au niveau de la positivité pour d'autres coronavirus, par exemple. Donc, on a contribué un petit peu. Puis, on teste des molécules pour d'autres laboratoires aussi. Donc, on fait toutes sortes de choses reliées à la protéine spicule, surtout là. Oui, donc c'est vraiment ça au laboratoire. Puis là, évidemment, on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, c'est vraiment une collaboration. Oui. À l'Université d'Ottawa, on n'a pas de laboratoire de niveau 3 fonctionnel, là, vraiment, qu'on pourrait utiliser. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez juste expliquer ce que c'est un laboratoire de niveau 3 pour les gens qui le savent? Absolument. Ça, c'est un niveau de parce que différents agents pathogènes au niveau de soit de la pathogenèse ou du fait qu'on a ou on n'a pas justement des vaccins ou des antiviraux, il faut travailler dans différents niveaux là, de laboratoire. Ça, c'est au niveau de la sécurité là, pour la manipulation de ces agents pathogènes-là. Donc, bon, ça, c'est un petit peu ta cuisine, par exemple. Là, le laboratoire de niveau 1, ça sera un peu ta cuisine. Niveau 2, là, on a on appelle ça des biosafety cabinets. J'ai de la misère à traduire ici, oui.
Puis au niveau 3, là, justement, là, c'est là qu'on étudie des virus comme le virus du SRAS, le virus de SRAS-CoV-2, MERS, par exemple, et Ebola serait de niveau 4. Là, OK, d'accord. donc, pour le SRAS-CoV-2, on a besoin, pour manipuler l'agent infectieux, là, il faut aller dans un laboratoire de niveau 3. Donc, on a des collaborateurs, là, justement, à Winnipeg et aussi à l'Université Western Ontario qui travaillent avec nous là, pour tester nos molécules avec le vrai virus. Là. D'accord, donc vous travaillez vraiment avec des protéines et puis pas le vrai virus Ben, puisqu'on ne peut pas ouais, ici à Ottawa. ouais, en fait, on utilise des systèmes de pseudoparticules qu'on OK. appelle ou de particules euh, euh, pseudo-virales là, qui sont non infectieux. OK. Donc, dans un cas, c'est utiliser vraiment un vecteur Mhm. viral là, qui est sécuritaire, par exemple, à base d'un rétrovirus murin, par exemple, ou un autre virus à ARN, mais qui infecte surtout les animaux. Donc, c'est des virus qui sont en soi sécuritaires, mais ils vont exposer la protéine spicule à la surface. Donc, ça nous donne Mhm. les outils nécessaires pour tester la fonction de la protéine spicule. On a aussi comme je disais, des particules pseudo-virales. C'est un petit Mhm. peu différent. Là. C'est vraiment, il n'y a pas de matériel génétique du tout. Là. C'est que protéique. Là. Puis Mhm. ça nous permet aussi, encore une fois, de regarder la fonction de la protéine spicule. Donc, on peut tout faire ça ici, mais il faut évidemment valider avec le virus Oui, réplicatif. c'est sûr. Donc, on peut faire de la recherche sans s'infecter. Donc, c'est quand même assez intéressant. Euh, Oui, ben c'est ça qu'on fait pour le virus Ebola. Mais oui, voilà, c'est oui. pour travailler sur le virus Ebola, par exemple, on n'a pas vraiment de choix. Là. Je mettrais personne en Non, danger. Ouais, c'est ça. j'espère aussi. Je pense que ça serait trop dangereux. Donc, je sais que vous travaillez beaucoup sur des antiviraux et non sur des vaccins, mais j'aimerais un peu savoir, parce qu'on entend beaucoup, beaucoup parler dans les médias d'un vaccin contre la COVID-19, et puis on entend aussi parler d'immunité collective, et puis peut-être qu'on aurait la chance d'avoir que l'immunité collective émerge grâce au vaccin. Donc, j'aimerais un peu savoir un peu comment ça marche pour qu'on puisse expliquer à tout le monde comment ça marche et puis qu'est-ce que c'est, peut-être comment est-ce qu'on pourrait arriver là en tant que communauté globale. OK, oui, absolument. On va essayer ça. Ben, l'immunité collective ou l'immunité de groupe, c'est un concept utilisé dans le contexte de la vaccination, là, surtout. Mhm. Puis, en fait, c'est le seuil ou la proportion de la population qui doit être immunisée pour enrayer une maladie contagieuse. OK, là, on parle de la COVID, là, c'est dans le contexte de la COVID. Donc, ça serait, dans le fond, la proportion de la population qui doit être immunisée pour que le taux de reproduction soit en bas de 1. Le taux de Mhm. reproduction, ça, c'est le nombre de personnes qu'une personne infectée va infecter. Donc, si on a un taux de reproduction qui est en bas de 1, donc une personne va infecter une personne ou n'infecter personne d'autre, là, à ce moment-là, la maladie contagieuse va être stoppée Mhm. éventuellement. Donc, c'est ça, ce principe-là de l'immunité de groupe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne seront pas immunisés, qui vont quand même bénéficier de l'immunisation d'un certain pourcentage de la population. Donc, c'est ce qu'on essaie d'atteindre pour Oui. des maladies contagieuses comme la grippe, par exemple. Mhm. Oui. Donc c'est ça, l'immunité de groupe, je pense que c'est quelque chose que tout le monde a hâte d'avoir contre la COVID pour qu'on puisse redevenir au monde de tous les jours qu'on avait avant. Je sais aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont peur du vaccin, qui ont des inquiétudes et puis de tous les vaccins en général, pas juste la COVID, mais il y a des gens qui sont anti-vaccins complètement, qui croient que ça cause certains problèmes. Est-ce que vous croyez que ce genre de peur peut ralentir l'immunité collective et peut faire en sorte que ça nous prenne peut-être des années ou, je sais pas, des mois ou un grand montant de temps pour qu'on puisse atteindre cette immunité?
Bien là, évidemment, c'est sûr que si les gens refusent d'être vaccinés, ça va être un grave problème là, pour atteindre une immunité collective. Je pense qu'ici, là, ce qui est important de faire comprendre aux gens, là, c'est sûr que c'est ça, il y a des gens qui sont vraiment contre les vaccins. C'est difficile de raisonner nécessairement, mais pour ce qui est des vaccins présentement, bon, c'est assez sensationnel qu'on ait été capable de développer des vaccins aussi rapidement, d'avoir des vaccins candidats qui sont maintenant approuvés en dedans d'un an. Ça, c'est du jamais vu. Et je comprends que certaines personnes ont un petit peu peur puis se disent, ah, ben peut-être qu'ils ne sont pas sécuritaires. J'aimerais juste dire quelques petites, peut-être donner des raisons pour lesquelles justement ça a été aussi rapide. Bon, une des raisons, c'est que pour certaines de ces plateformes-là, pour ce qui est des vaccins candidats ou ceux qui sont approuvés, c'est des plateformes qui étaient déjà existantes. Donc, c'est simplement de changer l'antigène, surtout pour les vaccins à ARN. C'est assez simple. Tant que tu as le reste du vaccin, la composition en tant que telle ne change pas. C'est vraiment simplement ce que l'ARN va coder qui est à changer. Donc, à ce moment-là, avoir des plateformes qui sont déjà comme ça, c'est rapide là, de faire un vaccin contre un virus spécifique, même si on ne le connaissait pas d'abord, tant qu'on a la séquence. Donc, c'est des plateformes qui existaient déjà. Puis là, par la suite, juste au niveau des essais cliniques, ça a été excessivement rapide. Effectivement, normalement, ce n'est pas aussi rapide. Et une des raisons pour laquelle ça a été aussi rapide, c'est que, en fait, pour les 3 phases cliniques là, qui sont faites normalement, phase 1 sur un petit groupe de personnes pour tester la sécurité, phase 2, un groupe un petit peu plus grand, tester la sécurité, mais aussi avoir des données un petit peu plus probantes au niveau de la réponse immunitaire, par exemple, ces choses-là. L'efficacité, Avec un plus grand... Pardon? De l'efficacité du virus. Ben, l'efficacité, ça, c'est vraiment en phase 3. Ah, c'est en Là, phase 3. Ah, oui. oui, c'est vraiment en phase 3 que c'est regardé. Mais on a déjà des données, justement, au niveau de la réponse immunitaire en phase 2, normalement. Donc, normalement, dans un contexte normal, là, pas en temps de pandémie, chacune des phases est distincte dans le temps. C'est-à-dire qu'on va faire la phase 1, on va attendre les résultats finaux, et puis là, on va aller de l'avant ou non avec la phase 2, peut-être modifier un petit peu le protocole, encore une fois, attendre les résultats finaux de la phase 2 pour pouvoir ou non enclencher la phase 3. Là, ici, là, on ne pouvait pas faire ça nécessairement. Donc, il y a certaines de ces phases-là, ils ont toutes été faites. Ça, c'est important de dire, ils ont toutes été faites. Seulement qu'il y a eu des chevauchements. C'est-à-dire que, admettons, la phase 2 est enclenchée, on avait des résultats intérimaires parce qu'on a des résultats tout au long, puis on analyse les résultats tout au long de l'essai. Bien là, ça permettait ou non d'aller de l'avant avec la phase 3 tout de suite. Bon, évidemment, ça, c'est un risque au niveau financier parce qu'on s'entend que ça coûte très, très cher faire ces essais cliniques-là, mais en temps de pandémie, on considère que, je veux dire, ça vaut la peine parce que, évidemment, si on a un vaccin plus tôt, bien, on sauve des vies. Donc, il y a eu justement ce risque financier-là. Puis, même chose pour la production des virus, des vaccins. Normalement, on attend l'approbation qui est après la phase 3 pour enclencher là, justement la production pour faire les doses et tout ça. Là, encore une fois, on a pris un risque financier qui était subventionné par l'État souvent et pour justement avoir les doses là, dès l'instant que le vaccin allait être approuvé. Puis une autre chose que je voudrais dire au niveau de la sécurité, c'est que maintenant que, bon, là, on sait que le vaccin de Pfizer a été approuvé aujourd'hui par le gouvernement du Canada. Là, il faut comprendre que ce n'est pas parce que c'est approuvé qu'il n'y aura pas de surveillance, encore une fois. Donc, il va toujours, là, on enclenche un peu la phase 4, là, où est-ce qu'on surveille justement pour des effets indésirables, parce que là, on va vacciner une plus grande partie de la population. Donc, on collecte encore des données là,
pour s'assurer de la sécurité. Donc, ça, c'est un processus. La sécurité n'a pas été négligée, c'est important de le dire, là. Même si on a été rapidement dans les étapes, là, toutes les étapes ont été suivies selon les règles de l'art. Mhm. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très important à dire et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Puis c'est pas quelque chose qui est très dit. Dans les médias, on parle beaucoup d'un nouveau vaccin, mais on parle pas des étapes qu'on a suivies pour démontrer que c'était quelque chose de sécuritaire et qui a été bien pensé. Et puis quelque chose qui a été aussi... c'était pas un vaccin qui était complètement nouveau, c'était quelque chose qui a été modifié pour fonctionner avec ce virus-là. Effectivement. Moderna travaille sur leur plateforme. Ça fait des années et des années là, qu'ils travaillent là-dessus. Là. Puis ils ont fait des essais cliniques dans d'autres contextes, là, évidemment, mais ils ont fait des essais cliniques. Donc, au niveau de la sécurité, encore une fois, c'est pas comme si c'était complètement nouveau, là. Donc, c'est important de le dire. J'ai aussi vu un article qui montrait le nombre de bénévoles qui ont pris le vaccin pour les effets, les différentes phases. Et puis le nombre m'a choquée complètement parce que on a appris dans votre cours quand j'ai pris virologie que, oui, que le nombre était beaucoup plus petit normalement. C'était jamais, je pense que j'ai vu 40 000 personnes qui ont fait le test. La phase 3, c'est comme ça. Là, on est dans les milliers normalement. OK. Oui. OK, parce que j'allais dire, ça m'a vraiment étonnée. Je pense que les gens ne devraient pas avoir peur, si j'étais moi, je vais prendre le vaccin, donc je pense que tout le monde devrait faire pareil. Et puis, le plus de personnes vaccinées, je crois que on arrivera à l'immunité collective et puis on pourra continuer à faire notre train de vie comme on faisait avant. Retourner à la normale, oui. Exactement. J'aimerais aussi vous parler de l'infection de la COVID et puis de la différence de réponse des différentes personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ont aucun symptôme. Après, il y en a d'autres qui ont des symptômes comme avec qui causent grosse souffrance, presque même des fois la mort. Il y a des gens qui ont, comme si c'était un rhume ou un virus normal je trouve que les symptômes sont très, 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 très hétérogènes. Et j'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que les symptômes sont si hétérogènes? Est-ce que c'est normal dans le monde d'infection virale? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive dans tous les virus ou si c'est vraiment unique à la COVID? Bon, ben ça, c'est la question à 1 million de dollars. Là. En fait, il y a beaucoup justement de personnes qui étudient ce sujet-là, en fait, là, parce qu'on ne comprend pas très, très bien justement l'hétérogénéité au niveau des manifestations cliniques là, de l'infection. Il y a différentes études qui sont sorties déjà. Là, on a quelques mécanismes. Évidemment, il n'y a pas qu'un mécanisme. Donc, ça semble encore une fois être hétérogène à ce niveau-là, comme par exemple, il y a un large groupe de chercheurs là, qui ont regardé pour ce qui est des marqueurs là, qui permettraient d'identifier une maladie COVID sévère ou non. Puis, il y avait justement une corrélation avec l'existence d'anticorps contre l'interféron. Donc, c'était une réponse antivirale dans certains individus. Il y a des gens qui regardent justement si l'existence d'une immunité contre d'autres coronavirus aurait un effet qui exacerberait la maladie pour ce qui est de SRAS-CoV-2. Donc, il y a encore plein de choses, on en apprend encore, mais évidemment, il y a plusieurs différents facteurs génétiques qui sont impliqués là-dedans. Puis oui, je dis, c'est pas complètement surprenant, pour être franche. Il y a différents virus, surtout des virus adaptés, qui vont être capables de causer une infection asymptomatique ou une maladie chez d'autres individus, par exemple la polio. Qui, dans 95 des cas, est asymptomatique, mais dans 1 des cas, là, c'est une paralysie là, et vraiment fatalité dans le fond. Là, donc, ce n'est pas complètement surprenant, mais vu que c'est un virus qui est émergent, zoonotique, donc qui provient des animaux, puis tout ça, bien, justement, la réponse immunitaire semble être très, très hétérogène
chez l'humain. Donc, en cours, on va avoir une meilleure idée éventuellement, là, mais c'est vraiment la question à 1 million de dollars. Je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question-là. Je pense qu'il faut un peu donner le temps à la science de trouver les réponses, donc on va pas le Ouais. savoir tout de suite. Mais c'est phénoménal la vitesse à laquelle, justement, on obtient quand même une meilleure idée là, de justement de la façon que l'infection se déroule, puis ce qui peut se passer. Ça a été très, très rapide. Au niveau scientifique, là, ce qui a été accompli, c'est vraiment impressionnant. Je veux dire, même pour les modèles animaux, le développement au niveau des modèles animaux là, pour pouvoir justement étudier la pathogénèse, tester les vaccins, tester les antiviraux, c'est très impressionnant. C'est vrai, même, je pense que tout ce qu'on a appris depuis de mars, je dirais, jusqu'à maintenant, le nombre d'informations qui sortent et puis la différence de ce qu'on connaissait au début de l'année jusqu'à ce qu'on se connaît maintenant, c'est fou. Je regardais, parce qu'on devait faire l'entrevue en mars ensemble, je ne sais pas si vous vous en souvenez, donc je regardais les questions pour voir ce Je suis que je désolée, voulais j'ai vous eu un poser. bébé à ce Non! moment-là. Félicitations, oui, c'est vrai. Non, mais je regardais les questions, je trouvais ça tellement drôle. C'était, je posais des questions sur, parce qu'on n'était pas encore en isolement, donc c'était, est-ce que vous croyez qu'après 2 semaines d'isolement, le virus va nous quitter, si on allait être capable d'avoir une immunité collective sans vaccin? C'est très drôle de voir la différence parce que 10 mois après, on est, on Oui, est oui, ici. oui. Ah non, c'est incroyable. Là, je me rappelle, j'avais fait une entrevue justement en janvier. C'était la journée qu'on apprenait qu'il y avait une transmission personne à personne. Wow. Puis je réécoute l'entrevue et je suis traumatisée là, parce que justement, là, je veux dire, à moins d'avoir une boule de cristal, on ne pouvait pas vraiment prédire l'amplitude. Puis je pense que ça, c'est une leçon à vraiment à avoir là, de ce qui s'est passé. Là. Donc c'est ça, j'allais vous poser la question. Qu'est-ce que vous croyez qui a été la leçon la plus importante pendant cette pandémie? Et puis, non, je vous laisse répondre. Je vais poser la prochaine question. Encore, ça, c'est une question qui est vraiment difficile à répondre parce que je pense qu'il y a plusieurs leçons et à différents niveaux, au niveau individuel, au niveau institutionnel, gouvernemental, mondial. Là, je pense que on réalise qu'il y avait plusieurs lacunes là, qui ont fait en sorte que ça a pris des proportions vraiment énormes. On pensait être capable de maîtriser ça parce qu'on a été quand même récemment, là, je dirais, on a eu des cas qui ont fonctionné assez bien au niveau de la grippe porcine, par exemple, même le SRAS, MERS, bon, c'est pas terminé, mais encore là, ça a été des événements qui ont été tragiques, mais on a quand même réussi à passer au travers. Puis je vous dirais qu'il y a 2 ans, obtenir une subvention là, pour étudier les coronavirus, c'était pratiquement, là, c'était difficile. C'était très, très, très difficile parce que c'était difficile d'expliquer l'importance. Puis je pense que c'est justement ça nous a mis dans une position qui était très difficile pour ce qui est d'enclencher, surtout au Canada, là, d'enclencher les recherches sur la COVID. Là, beaucoup des laboratoires de niveau 3, là, comme que je disais, ceux qu'on peut utiliser pour manipuler le virus, avaient été fermés parce qu'il n'y avait pas assez de besoins à ce niveau-là. Donc, on a été comme un petit peu pris au dépourvu. Puis je pense que c'est ça, c'est la préparation et garder toujours l'œil ouvert et être, comment que je pourrais dire, ne pas être complaisant. Puis je pense que moi-même, j'ai tombé dans le panneau en début, là, en janvier. Là, vraiment, là, je vais être honnête, je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Et j'ai été, je dirais, je me suis trompée parce que, je ne devrais pas dire trompée, mais j'ai pas... Parce que ça s'appelle le SRAS-CoV-2, parce que c'est tellement similaire génétiquement au SRAS,
je m'attendais vraiment que ça se comporte comme le SRAS. Comme que je disais, là, même dans le laboratoire, on a dû adapter nos essais parce qu'on travaillait déjà sur le SRAS, ce qui nous mettait dans une bonne position, mais en réalité, le fait que je pensais que ça fonctionnait d'une telle façon a fait en sorte qu'il a fallu vraiment tout changer, en tout cas. Donc, la complaisance, là, vraiment, puis penser qu'on contrôle les choses, là, vraiment, c'est important de réaliser que la responsabilité individuelle aussi, justement, là, on en parle beaucoup parce que là, bon, on est en plein deuxième vague. Je pense que ça, c'est une autre leçon. Puis au niveau de l'autosuffisance, surtout au début, quand on n'avait pas d'équipement de protection individuelle, puis là, qu'on dépendait de d'autres pays pour se protéger, pour avoir des jaquettes. Là, je pense qu'il va falloir vraiment regarder ça de fond en comble, évidemment, pour ce qui est de la production de vaccins et d'agents thérapeutiques. Le Canada doit faire mieux. Ah oui, c'est sûr. Je pense que le gouvernement, je pense qu'ils ont compris la leçon et je pense que c'est quelque chose qui vont essayer de peut-être faire un budget ou quelque chose, donner plus de fonds pour dans les laboratoires qui font des recherches, même en production, comme vous avez dit, pour être prêt s'il y a quelque chose qui arrive. Parce que c'est sûr, je pense que c'est sûr qu'il va y avoir une autre pandémie, peut-être, je ne sais pas, de l'année prochaine, dans 10 ans, dans 20 ans. C'est quelque chose qui est sûr d'arriver. Absolument. Mais c'est surtout que le gouvernement va écouter la population. Donc, je pense que c'est à nous. On pense qu'on n'a pas d'impact, qu'on n'est pas important dans les décisions, mais en réalité, c'est vraiment ce que la population demande. La classe politique va écouter. Donc, c'est à chacun de nous de se rappeler de ce qui s'est passé. Bon, moi, j'habite au Québec, là, dans le CHSLD, ce qui s'est passé, mais dans le fond, c'est pas mal comme ça un petit peu à travers le Canada. Il y a vraiment là, des choses importantes à changer, là, puis je pense que c'est ça, faut qu'on se rappelle, c'est important, puis qu'on le rappelle au gouvernement. C'est sûr, je pense que le lien entre ce que les gens demandent et ce que le gouvernement fait, on le sait depuis des années que c'est toujours lié. Bon, je pense que c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Côté. C'est maintenant la fin de notre entrevue. Merci beaucoup de vous être joint à nous. C'est juste Oui, merci. C'est juste un rappel que la radio Beats Research est soutenue par l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa, le labo Beats Research et puis le département de biochimie, microbiologie et immunologie de la Faculté de médecine de l'Université d'Ottawa. Notre réalisateur est Dr. Emilio Alracon. Et puis, je vous remercie encore de vous être joints à nous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et nos plateformes podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter si vous voulez savoir quand un autre épisode est mis en ligne. Merci beaucoup et puis bonne journée.